John Carpenter, moi c'est le premier réalisateur que je connaissais de nom à l'époque où j'étais gamin. J'ai grandi vraiment, mes souvenirs cinématographiques sont dans les années 80, je suis de 76, mais voilà, dans les années 80 avec des films comme Christine, New York 97, Invasion Los Angeles, Jack Burton, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs. On reconnaissait le cinémascope, on reconnaissait la musique avec les basses et les synthés dominants. C'est le premier réalisateur dont je connaissais le nom à l'époque et ça reste mon réalisateur préféré, Quentin Tarantino. Je vais vous présenter sa filmo. Le bonhomme commence vraiment sa carrière avec Assaut. Il avait fait Dark Star avant, mais Dark Star qui est ressorti, je crois, dans une version remasterisée que j'ai pas vue. Moi, la version que j'ai vue, c'était une copie absolument abominable. Mais Dark Star n'est pas son premier vrai film. Dark Star, c'est un projet d'étudiant qui a eu une petite sortie cinéma à l'époque. Parce que voilà, les gens ont dit tiens c'est pas mal, on va essayer de te donner une chance, ils ont fait ce truc-là. Mais bon, comme Carpenter le dit lui-même, c'est pas son premier film et de deux ça a quand même très très mal vieilli. Après c'était un budget d'étudiant, c'était des trucs et tout. Ça vaut le coup pour celui qui est fan ou celle qui est fan de John Carpenter. Pour les autres c'est dispensable. Moi il faudra que je le revoie dans la fameuse version remasterisée. Mais il embraye donc sur son premier film de studio qui s'appelle Assaut et qui est un remake inavoué de Carpenter de Rio Bravo de Howard Hawks, ou plutôt un remake avoué. Le bonhomme étant fan de Howard Hawks, il était rentré dans le business pour faire essentiellement des westerns, c'était un fan de Howard Hawks, John Wayne et compagnie. Il était là pour faire du western et au final, il n'en a pas encore fait un seul. Alors, il a encore envie, peut-être qu'il nous en fera un jour, mais pour l'instant, il n'a pas fait de vrais westerns, sachant que beaucoup de ses œuvres peuvent se rapprocher du western au niveau de l'ambiance, au niveau des huis clos, des personnages assaillis de toutes parts. Et voilà, donc Assaut, c'est l'histoire d'un petit commissariat qui va déménager. Ils sont en train de déménager, il y a un camion de prisonniers qui arrive, qui est obligé de faire une halte parce qu'il y en a un qui est malade et qui va se retrouver assailli par des espèces d'attaquants invisibles. Ça pète de tous les coins. Les flics qui sont là, le peu de flics qui sont là, les employés sont obligés de s'allier avec les 3-4 détenus du camion pour faire face à toute cette menace. Si vous l'avez pas vu, c'est un must. La musique est géniale. C'est Carpenter qui est de tous les fronts. Il faisait également le montage à cette époque. Il faisait tout parce que c'était un petit budget. C'était son tout premier film, encore une fois, de studio, mais avec un budget vraiment limité. Et c'est un premier coup de maître pour moi. Ça a un petit peu vieilli si vous voulez, mais ça vieillit super bien. Contrairement aux deux qui suivent, alors la critique française a toujours vanté Halloween et The Fog, qui se sont suivis. Alors Halloween ayant créé ensuite toute la mode des slashers, donc fameux avec Michael Myers, le fameux tueur au masque. Et ensuite, on a eu Jason, Vendredi 13 et tous ces bazars. Plus ça a été repris ensuite par Scream de Wes Craven. Donc voilà, Carpenter crée avec Halloween, qui est un tout petit budget. Ça a dû coûter dans les 150 000 dollars. Ça a rapporté, je crois, quasiment 100 millions à l'époque. Donc ça a fait sa petite fortune. Ça a fait son premier gros coup et un de ses rares gros coups d'ailleurs dans sa carrière malheureusement. Donc il a créé le slasher avec cette figure du mal, Michael Myers, qu'on voit au début dans la peau d'un gamin, il revêt un masque, on le voit en vue subjective, il revêt le masque, on voit ce gamin arriver, poignarder sa sœur, on enlève le masque, on voit les yeux complètement vides et ça suffit pour Carpenter à expliquer le mal absolu qu'est Michael Myers, qui va ensuite flinguer tout un tas de monde sur la fameuse nuit d'Halloween. Donc pour Carpenter, c'est un projet qu'on est venu lui demander de faire. On lui a demandé de réaliser un petit truc sur la nuit d'Halloween, un truc de tueur. Il en a fait un truc iconique au possible. Alors même si c'est pas mon préféré du tout de Carpenter, ça reste super bien. La musique effectivement est génialissime. J'ai fait une reprise que je vous mettrai à la fin d'ailleurs du thème en rock. Mais voilà, donc c'est pas pour moi mon préféré, mais ça a quand même créé tout un tas de trucs derrière. Il y a eu les suites de Rob Zombie, il y a eu une nouvelle trilogie récemment, assez critiquée, mais qui était pas trop mal. Je n'ai pas moyennement aimé la fin, mais ça se tenait quand même plutôt pas mal. C'était assez gore en plus. Rob Zombie, pour Carpenter, il en expliquait trop, parce que je crois qu'il refait la genèse du personnage et compagnie, ce qui pour lui était un comble. Mais même les films de Rob Zombie, moi j'avais bien aimé. Donc bon, voilà. Si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir, c'est quand même le père fondateur de tout un genre ensuite.
Et il passe ensuite sur The Fog, encore une petite production. Pour moi, c'est pareil, c'est comme Halloween, c'est un bon film, mais ça a quand même pris un petit coup de vieux. C'est pas mon Carpenter préféré. Là, il y a eu une histoire de fantômes, de pirates qui reviennent se venger de malédictions. C'est sympa, mais il n'a pas eu le budget qu'il aurait fallu pour ce genre de projet. C'est à voir si vous aimez Carpenter, mais c'est pas mon préféré. On passe ensuite sur le fameux début de sa collaboration filmographique avec Kurt Russell. Ils ont fait un premier film pour la télé qui s'appelait Le Roman d'Elvis, un biopic sur Elvis. Première collaboration, donc comme quoi Carpenter, qui est connu comme le maître de l'horreur, n'a pas fait que des films d'horreur. Là, il fait un biopic sur Elvis Presley. Et il retrouve Kurt Russell avec qui il s'est très bien entendu pour faire enfin les aventures de Snake Plissken, un scénario qu'il avait écrit quelques années avant, qui trouve enfin preneur. Et là, on se retrouve face à un des films de science-fiction les plus bandants, pardonnez-moi l'expression, des années 80. Le personnage est génial, on peut pas faire plus iconique que Snake Plissken, que vous voyez ici avec son fameux bandeau, son tatouage de serpent juste au-dessus de... Voilà, je vous raconte pas. Le personnage qui n'en a rien à foutre de rien ni personne. Là, on est carrément dans un western moderne, encore une fois, hein, l'espèce de bandit solitaire. Il se retrouve donc, le petit Snake Plissken, parachuté dans un New York qui était devenu une prison à ciel ouvert, où Air Force One s'écrase et où il va essayer d'aller sauver le président. Si vous ne l'avez pas vu, ça c'est génialissime. C'est le premier petit bijou de Carpenter à voir absolument. La musique, pour moi, c'est peut-être ma musique préférée. C'est pareil, dans mes vidéos, vous fouillez, j'ai fait le thème en rock. Toutes les musiques, en plus du thème qui est génial, toutes les musiques sont vraiment fabuleuses là-dedans. C'est à voir absolument. Il en a fait une suite plus tard que je reviendrai dessus ensuite, mais voilà. Premier chef-d'œuvre de Carpenter qui passe ensuite sur le film qui a fait un four à l'époque, qui est devenu ensuite culte et qui est maintenant non plus culte, mais carrément classique, The Thing, alors qui est aussi un remake qui avait été, alors je crois que c'était pas réalisé, mais ça devait être produit par Howard Hawks. Et Carpenter, on l'approche avec ça, il se dit voilà, j'ai pas envie de me mêler, voilà, il veut pas se confronter, il aime beaucoup le film d'origine, que j'ai pas vu, je peux pas vous en dire plus, mais lui il veut revenir sur le roman dont est basé le film, et il nous fait l'un des films les plus noirs de l'histoire. Alors il n'y a pas de femme déjà, aujourd'hui vous le verrez plus, hein. Il n'y a pas une seule femme dans l'histoire, ça se passe sur une base dans l'Antarctique. Donc on se retrouve avec que des hommes qui vont un jour voir débouler un chien suivi d'un hélicoptère. Les mecs essayent de flinguer le chien. Bref, arrive ce qui arrive. Ils sont tués avant de pouvoir communiquer quoi que ce soit. Le chien est recueilli et en fait le chien n'est pas vraiment un chien, c'est un extraterrestre. On voit au tout début une soucoupe volante atterrir et en fait... Il fait un espèce d'extraterrestre shapeshifter, donc il peut changer de forme, animal ou homme, et il nous balance l'un des plus gros suspens jamais réalisés. On ne sait pas qui est la chose, et la paranoïa envahit l'écran, à tel point que Tarantino en a refait des remakes inavoués avec Reservoir Dogs, et où il refait carrément encore plus proche avec The Hateful Eight, qui est sur la forme d'un western pour le coup chez Tarantino, et où Tarantino reprend une partie des bandes-sons que Ennio Morricone a enregistrées pour Carpenter, parce que pour une fois, c'est pas Carpenter qui fait la musique sur The Thing, et la partie des musiques qu'il n'avait pas utilisées, Tarantino l'a. Et Ennio Morricone lui en fait d'autres, mais ça, je passe sur le Tarantino pour la petite histoire. C'est un four, le film est super noir, la fin est super noire, je vous la raconte pas si vous l'avez pas vu, j'ai pas envie de vous spoiler, ce qui est pour moi mon deuxième film préféré dans mon top 3. Mon film préféré de Carpenter et mon film préféré après Pulp Fiction. C'est un chef-d'œuvre, c'est un petit bijou. Visuellement, c'est magnifique. Les effets spéciaux de Rob Bottin, alors il y en a plein qui vont vous dire que les effets spéciaux ont vieilli, blablabla. C'est des effets de plateau. Rob Bottin fait les maquillages. C'est complètement hallucinant. On dirait des peintures surréalistes. C'est magnifique, c'est violent, il faut le savoir, c'est pas à voir avec tout le monde. Moi je l'avais vu quand c'était interdit à l'époque, c'était interdit à la télé au moins de 13 ans, je l'avais vu quand j'avais 12 ans.
À l'école, je m'en vantais après. Ouh, non, non, j'ai même pas eu peur. J'avais fait effectivement des cauchemars. Mais c'est pas tellement un film qui fout vraiment la frousse. Il y a un suspense de malade. Ça ne fout pas autant la frousse que peut le faire l'exorciste ou pas. C'est pas le sujet. C'est un film génial. Je peux pas vous, voilà. C'est pour moi le meilleur film d'horreur jamais réalisé, le meilleur film de monstre jamais réalisé. Et il y a une tension tous les instants. On retrouve Kurt Russell en tête d'affiche, complètement différent cette fois. Là, il fait un pilote d'hélico qui se retrouve obligé de guider un peu sous la panique générale. Donc le mec un peu cool, mais pas du tout le Snake Plissken qu'on avait sur le film d'avant, ou encore moins Elvis Presley évidemment. Donc Kurt Russell également shapeshifter, acteur qui mériterait d'être plus haut sur la chaîne. Hein. Mais voilà, c'est un fabuleux chef-d'œuvre qui a fait un four à l'époque, ça s'est retrouvé en face de E.T. Et voilà, donc les gens ont préféré Je ne dirai rien parce que je vais me faire insulter, mais je n'aime pas du tout ce film de Spielberg, même si j'aime beaucoup certains films de Spielberg, celui-là non. Mais ou en tout cas, je l'ai aimé gamin, je l'aime plus du tout. C'est passé une certaine tranche d'âge, je pense que, en tout cas pour moi, c'est pas regardable. Mais The Thing, voilà, il est redécouvert aujourd'hui, c'était culte jusque dans les années 2000. Maintenant, ça devient cité par une pléthore de metteurs en scène. Et vous le retrouvez dans tous les films à voir avant de mourir, ou je ne sais quel truc. Voilà, c'est devenu vraiment un classique de classiques. Carpenter se fait détester par la critique, par autres, donc ensuite il va s'atteler à une adaptation de Stephen King, histoire de se dire tiens, je vais peut-être retrouver un peu de succès, le succès qu'il avait eu avec Halloween et New York 97, même The Fog d'ailleurs avait plus ou moins bien marché quand même. Il passe donc sur Christine, une des meilleures adaptations de Stephen King, dont c'est un de mes romans préférés d'ailleurs. Il enlève juste un élément que je vous gâche pas si vous n'avez pas lu le bouquin ou le film, mais il a enlevé quand même un élément qu'on retrouve pas et qui enlève un peu la partie frousse du métrage, mais ça reste vraiment très très bon. Très très bonne adaptation, je la mettrai dans mes peut-être 5 meilleures adaptations de Stephen King, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est excellent, c'est donc une voiture tueuse, mais au lieu d'être ridicule comme ça, vous prenez voilà, on s'identifie aux personnages qui sont des ados, on s'identifie à leurs problèmes et du coup ça rend crédible le truc et voilà, c'est un film qui vieillit très 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 bien. Passe ensuite avec la noirceur donc de The Thing et Christine. Carpenter se dit je vais me racheter aux yeux du public et il fait non pas un film d'horreur mais un film de science-fiction sous forme de romance qui s'appelle Starman avec Jeff Bridges et l'actrice dont le nom m'échappe mais qui était l'héroïne dans le premier Indiana Jones, très bonne actrice. Désolé, je ne retrouve plus son nom, ça me reviendra peut-être. C'est sympa, c'est un bon film. C'est pas le meilleur Carpenter, mais ça reste très bien. Ensuite, il embraye avec un projet complètement cinglé qui va être un nouveau four, un bide immense qui va le dégoûter pendant un bon bout de temps et qui s'appelle Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. C'est encore une fois avec Kurt Russell et cette fois-ci il va carrément dans la comédie fantastique, avec Kurt Russell qui joue un crétin fini, qui nous fait une espèce de parodie de John Wayne. C'est un chauffeur de camion qui va se retrouver dans une aventure totalement improbable dans le Chinatown avec des espèces de démons vivants, il y a des bastons, ça explose dans tous les coins, c'est poilant, c'est super bien foutu pour l'époque et ça reste encore bien foutu aujourd'hui, à part 2-3 effets. C'est vraiment génialissime, c'est un pied fabuleux, c'est sorti dans une super version Blu-ray, et comme la pochette, voilà, c'est très haut en couleur, Kurt Russell prend son pied, son sidekick en fait beaucoup plus que lui d'ailleurs, ils prennent un pied et je conseille pour une fois l'écoute du commentaire audio de Carpenter et de Kurt Russell, qui est absolument génialissime si vous aimez un peu les bonus. Faut écouter ça, c'est une petite pépite, on a plein d'anecdotes et les deux se marrent du début à la fin. On en apprend plein. Franchement, ce film a fait un four absolu, un bide ignoble et il a été redécouvert ensuite. Ça a été une des plus grosses ventes à l'époque de cassettes vidéo, de location dans ce qui s'appelait les vidéoclubs qui malheureusement n'existent quasi plus. Dommage pour la jeune génération. Moi, je suis un enfant des vidéoclubs, donc je sais ce que vous loupez, je sais ce qu'on regrette. Et c'était vraiment la grosse vente. Ça reste une des grosses ventes vidéo, même si maintenant les ventes vidéo diminuent aussi. Si vous l'avez pas vu,
jetez-vous dessus, c'est poilant, c'est génial, on s'emmerde pas, Kurt Russell est fabuleux. Voilà, je n'ai que ça à dire. Malheureusement, les Américains n'ont pas compris le film, c'est passé, ça a été mal vendu comme un film d'action avec un super-héros à la John Wayne, alors que le mec c'est un branleur fini. Mais voilà, ça a été très mal compris, très mal vendu, et c'est été redécouvert assez rapidement quand c'est sorti en vidéo, Dieu merci. Comme la plupart d'ailleurs des films de Carpenter, comme The Thing et autres, qui ont été redécouverts sur une deuxième partie. Et donc Carpenter se met ensuite, sort des studios, des gros studios, et il va signer pour faire 2 films pour 3 millions, c'est-à-dire 1,5 million par film, et il nous balance 2 pépites consécutives. Alors, le premier, c'est Prince des Ténèbres, donc ce que Carpenter a appelé la trilogie de l'Apocalypse, donc qui commençait avec The Thing, qui continue avec Prince des Ténèbres et qui finira avec In the Mouth of Madness, l'antre de la folie, j'en reviendrai après. Prince des Ténèbres, tout petit budget, mais bon, il y a Donald Pleasence et compagnie, il n'y a pas de grosse star. La grosse star, je crois que c'était un des acteurs de Riptide, si je dis pas de bêtises, je sais même plus comment s'appelle ce bonhomme, même s'il joue très bien. Il y a Victor Wong qui est le partenaire de Kurt Russell, la vraie star dans Jack Burton, c'était lui. On le retrouve là-dedans dans un rôle très marrant. Ils viennent étudier, un prêtre va leur dire qu'il a trouvé un espèce de canister avec une espèce de force qui tourne. Voilà, ils veulent étudier, en fait, ils pensent que c'est le diable qui est là-dedans. Et franchement, c'est fait avec 3,50 francs, c'est génialissime. C'est de la vraie, pure série B. Je peux pas vous gâcher le plaisir, allez-y, c'est une super soirée en perspective, et vous pouvez vous enchaîner avec un film qui est un peu moins sombre, je dis bien un peu moins sombre sur de visu, mais ça reste quand même très sombre, hein. Invasion Los Angeles, donc They Live en langue de Shakespeare, avec Roddy Piper, qui est malheureusement décédé depuis, mec un peu au chômage, il va finir par trouver une paire de lunettes, et en fait quand il met les lunettes, il s'aperçoit que tout est en noir et blanc, il s'aperçoit que les affiches publicitaires cachent des messages subliminaux. Donc au lieu d'avoir Tahiti douche avec une belle nana, vous avez acheté, reproduisez-vous, ce genre de slogan. Et il va s'apercevoir que la plupart des gens ne sont pas des gens, mais des extraterrestres avec une bouille totalement dégueulasse. Et s'ensuit voilà, un combat entre les vrais humains et qui ont découvert la vérité et ces fameux extraterrestres. Pareil, c'est fait avec 3,50 francs. Le cinémascope est génial. La musique, Carpenter encore assuré. Un super moment de cinéma, un petit bijou à voir absolument. Donc Carpenter a plus ou moins de succès avec ces 2 petites bandes. Il retrouve les studios pour un film et il va s'en mordre les doigts parce que c'est son premier film de studio depuis Les Griffes du Mandarin et Jack Burton donc, et il va refaire les aventures d'un homme invisible avec Chevy Chase qui était connu aux États-Unis, un peu moins en France, mais pour être un comique qui a fait tout un tas alors il a fait du stand-up, il a fait le Saturday Night Live. C'était une star de comédie. Et lui en avait un peu ras-le-bol de faire des comédies, alors que Carpenter, lui, voulait y revenir après 2 films super sombres. Donc les deux ne sont pas forcément super bien entendus, parce que Chevy Chase, qui était très connu aux États-Unis, était également coproducteur là-dessus, et a dit à Carpenter, mais non, en fait, moi, voilà, je veux faire un film sérieux. Carpenter, lui, voulait tourner ça un petit peu plus comique. Donc on a un film un peu bancal, qui sait pas trop sur quel pied danser. C'est franchement oubliable, ça reste très bien foutu. Voilà, je l'ai pas vu depuis très très longtemps, je vais pas m'attarder dessus. C'est l'un des moins bons films de Carpenter. C'est là où on n'a pas vraiment sa patte. À part visuellement, on n'a pas vraiment la patte de Carpenter. Le truc lui a un peu échappé des mains. C'est dispensable. Par contre, il revient vénère avec la 3e partie de sa trilogie de l'Apocalypse, l'antre de la folie avec Sam Neill. La nouveau chef-d'œuvre. 3e partie donc après The Thing, et le chef-d'œuvre absolu après The Thing pour moi, une noirceur de tous les instants. En gros, vous avez un espèce d'auteur à la Stephen King qui disparaît. Ce mec-là qui est censé débusquer les arnaques, l'éditeur de l'auteur qui a soi-disant disparu, l'engage pour savoir si c'est une arnaque à l'assurance ou pas.
Et il se trouve que voilà, il va à la recherche de ce mec-là et malheureusement pour lui, il va le trouver. Je vous raconte pas, c'est pas un film à spolier, c'est génialissime visuellement, la musique est absolument fabuleuse. C'est super sombre, encore une fois malheureusement pour Carpenter, ça ne marche pas à sa sortie, ça va marcher en vidéo. C'est un film culte, pour l'instant c'est pas devenu un classique, je ne doute pas que ça va devenir un classique comme The Thing, c'est monstrueux. Je préfère The Thing, mais In the Mouth of Madness, et en plus la musique est absolument géniale. Il y a Daniel Davis avec des solos de guitare. Si vous connaissez un peu Carpenter, vous savez que maintenant il tourne. Moi je l'ai vu à l'Élysée-Montmartre il y a quelques années avec son fils au clavier et Daniel Davis, super guitariste avec qui il a composé les Lost Themes. Donc je crois qu'on en est au numéro 4 si je dis pas de bêtises. J'ai repris aussi une de vidéos récentes qu'ils ont fait sur ma chaîne si vous fouillez un petit peu. Et donc là, la musique, le film, l'ambiance, tout ça c'est génial, faut absolument le voir. Donc ça marche pas, Carpenter se dit tiens je vais refaire un petit film de studio, on revient. Les gens le méprisent un peu aux États-Unis, c'est en France qu'il est considéré comme un auteur, hein, il l'a souvent assez dit. Pour là-bas, c'est un espèce de has-been. Mais les producteurs sont quand même pas complètement débiles, ils savent qu'il y a quand même une poule aux œufs d'or quand on lui donne un sujet, et ils vont lui filer le remake du Village des damnés, un vieux film des années, je sais plus, 60, j'ai vu le film d'origine. Ni l'un ni l'autre ne m'ont vraiment marqué, c'est des bons films, c'est sympa, on reconnaît un petit peu la patte de Carpenter sur une ou deux scènes, mais c'est dispensable. Il y a Christopher Reeve, il y a Mark Hamill dans un petit rôle, donc c'est assez marrant de voir ces deux vieux qui étaient en train de devenir has-been, d'ailleurs le Superman et Luke Skywalker, mais c'est oubliable. Mais même le film d'origine est sympa, c'est un bon film d'horreur. Voilà, ça reste pas le film du siècle. Carpenter donc, marche pas trop avec ça, je crois, et il décide sous l'impulsion encore de sa productrice et de Kurt Russell, de finalement se laisser aller à une suite de New York 97 qui s'appelle Los Angeles 2013, Escape from LA. Donc Carpenter revient également aussi avec la musique et autres. Kurt Russell reprend son petit bandeau. Ça fait un peu un espèce de remake plus moderne et complètement barré. Il y avait pourtant un gros budget, quasiment l'un des plus gros budgets de Carpenter. Je crois qu'il y a eu 40 ou 60 millions de budget là-dessus. Et le bonhomme nous fait un truc complètement hallucinant où il y a un moment une scène de plongée, on voit les studios Universal sous l'eau, des requins qui passent devant, donc voilà, je vous imagine que les requins des studios, de machin, ils passent pour leur compte. On a une scène complètement timbrée où Kurt Russell est pris en otage par des sauvages qui veulent lui arracher les yeux, tout ce qu'ils peuvent regreffer derrière, tout ce qui est chirurgie esthétique, il passe, toute la mode d'Hollywood où ils se refont la tronche et tout. Donc il se fout de la gueule en gros des studios, il se fout de la gueule des acteurs, actrices qui vont se faire botoxer et autres. Tout y passe, c'est complètement cinglé. La plupart des gens ont dégueulé dessus. Ça reste pour moi une petite pépite. C'est pas aussi bon évidemment que New York 97, mais ça reste vraiment super excellent et la fin est génialissime. La fin, c'est une des meilleures fins que Carpenter ait faites. Je vous la spoile pas, faut voir ça, rien que ne serait-ce que pour la fin. Vous allez peut-être me vomir parce que le film, encore une fois, est très peu apprécié. Mais moi, j'ai pris mon pied. C'est un beau pied de nez de Carpenter. C'est voilà une suite qui m'a vraiment plu. Passe ensuite sur quasiment un western pour une fois. On y arrive, on sent le désert. On a James Woods, mais c'est pas vraiment un western. Ça se passe à l'époque actuelle et il y a en plus des vampires. Et Carpenter nous balance un des films de vampires les plus efficaces. C'est super gore, c'est rapide, un peu trop, la fin va un petit peu trop vite, mais je crois qu'il manquait un peu de budget et de temps pour le boucler. C'est aussi pour ça. Et là, musique encore une fois de Carpenter, visuel au top. Voilà, si vous avez un film de vampire concis, net, c'est pas Entretien avec un vampire, ça charcle. Comme dit le personnage de James Woods, c'est pas des drag queens machin. Là, on y va, ça charcute à mort. C'est une petite pépite de Carpenter. Le film marche plus ou moins parce qu'il y a une suite avec Bon Jovi, largement dispensable. Hein, c'est pas du tout fait par Carpenter, c'est nul. Et il revient avec alors un film que j'apprécie moyennement, c'est Ghost of Mars. Reste que c'est encore lui à la musique avec Slayer ou Anthrax, non c'est Anthrax pardon.
Avec Anthrax, il y a Steve Vai, il y a Buckethead qui viennent l'aider, donc ils composent les musiques et ces génies du métal viennent l'aider là-dessus. Les musiques sont hallucinantes, les 3 premiers quarts d'heure sont vraiment super sympas. Et après, malheureusement, ça se répète un petit peu, on sent qu'il a manqué de budget, encore une fois, comme Vampire et de temps. C'est un peu répétitif sur la fin. C'est vraiment pas son meilleur, ça reste largement regardable. Et sur cette édition collector qui était sortie, donc là c'est DVD et pas Blu-ray, il y avait un super bouquin avec une interview géniale de Carpenter et il y a la fameuse bande originale. Bon, je pense pas que vous puissiez le retrouver, moi j'ai acheté ça à l'époque. Mais voilà, ça reste dispensable. Carpenter prend quasiment plus ou moins sa retraite. Il fait ensuite des apparitions dans des séries télé sur les Masters of Horrors. Il fait 2 épisodes. Il ne reviendra que très très longtemps après, en 2011, avec, donc je crois que c'est quasiment 10 ans d'écart, avec The Ward, qui là, encore une fois, est super décevant. Alors, c'est pas aussi mauvais que ce qu'ont pu faire des auteurs comme Dario Argento ou autres, où on se demandait mais comment ils ont eu une patte visuelle ces mecs-là, parce que leur dernier film ressemblait à des téléfilms fauchés dégueulasses. Ghost of Mars et The Ward, il y a toujours la patte Cinémascope, c'est toujours... Alors The Ward, je crois que c'est pas là, c'est son fils qui a fait la musique, pour une fois c'est pas lui. Mais là où ça pêche, c'est que le scénario ressemble un petit peu à Identity, film avec John Cusack, je sais pas si vous l'aviez vu, c'est le mec qui a fait récemment le dernier Indiana Jones, qui avait fait le film, et qui avait fait Logan aussi. Très bon metteur en scène dont le nom m'échappe, vous m'excuserez. Donc Identity, si vous avez vu Identity, The Ward, c'est largement dispensable. J'aurais peut-être aimé The Ward si j'avais pas vu Identity avant, manque de peau. J'avais vu Identity, j'ai Identity dans ma Blu-ray Tech. Donc j'ai trouvé The Ward un petit peu, je vous me raconte pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler, du coup ça vous spoilera les 2 films. J'ai pas trouvé ça génialissime, mais encore une fois, c'est regardable. Voilà. Et Carpenter, maintenant, fait essentiellement de la musique. Là, il a produit, coproduit, plus ou moins une espèce de série documentaire, docu-fiction, qui est largement oubliable. Je sais même plus le nom d'ailleurs de ce truc-là. Mais voilà, donc The Ward, c'est vraiment le dernier film pour l'instant de Carpenter. Il parle de faire un projet. J'espère que ça se concrétisera, mais pour l'instant, c'est le seul truc qu'on avait. Donc je vous laisse les liens sur Halloween Night. Donc c'est un clip de heavy rock qu'on a fait avec mon pote Rudy, où je fais la musique. Donc je fais la basse, la guitare et la batterie. Vous me retrouvez derrière les masques de Jason et de Michael Myers. Rien que ça, j'ai pris le boulard. Si vous voulez checker. Et j'ai fait tout un tas de reprises. Là je vous mets aussi le thème de Halloween, mais j'ai repris Assaut, New York 97 et Christine aussi sur ma chaîne si vous avez envie de regarder. Vous me direz ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous avez pensé des films que vous n'avez pas vus, si je vous fais découvrir des choses, ou qu'on discute, parce que je pense que John Carpenter, là, c'est pas quelqu'un de rarissime ou autre, hein, je vous présente le maître de l'horreur, donc voilà, il porte bien son nom. Malheureusement, voilà, pour moi, c'est un peu le réduire, parce qu'il a fait quand même des comédies, de la science-fiction, un biopic sur Elvis Presley. C'est un peu le réduire que de dire c'est que le maître de l'horreur. C'est un très très grand metteur en scène. Si ça vous aide à le découvrir, tant mieux. Si ça vous rassure sur vos goûts, si vous êtes comme moi un peu exclu en aimant les deuxièmes aventures de Snake Plissken quand tout le monde déteste, eh ben tant mieux. Vous n'êtes pas les seuls. Je suis là aussi. Voilà. À plus.